Le 14 mars, 10h00, la salle de réunion au 32e étage de la tour Vance et Associés était un cube de verre et d'acier surplombant Paris. Le ciel était d'un gris uniforme indifférent. Julien Moreau était assis sur une chaise en cuir noir, si design qu'elle en était inconfortable. Il sentait le froid du métal à travers le tissu fin de sa chemise. Devant lui, de l'autre côté d'une table longue comme un jour sans pain, se tenait Madame Éléonore Vance. Elle n'était pas seule. À sa droite, Maître Dubois, l'avocat du conglomérat familial, feuilletait un dossier avec une concentration méthodique. Julien avait posé ses mains sur ses genoux pour les empêcher de trembler. Il portait le même costume qu'il réservait aux entretiens d'embauche et aux enterrements. Il avait vérifié 3 fois qu'il n'y avait pas de tache sur sa cravate. Il était arrivé avec 15 minutes d'avance. La ponctualité, le respect des codes, c'était tout ce qui lui restait. Monsieur Moreau, commença Madame Vance, sa voix aussi neutre et polie que l'architecture de la pièce. Nous avons examiné vos rapports mensuels, ainsi que les évaluations de performance conduites par notre consultant externe. Elle ne le regardait pas. Ses yeux étaient fixés sur une tablette posée devant elle, dont l'écran se reflétait sur ses lunettes sans monture. Elle était l'incarnation du pouvoir froid. Un tailleur impeccable, des cheveux tirés en un chignon si parfait qu'il semblait artificiel, et une absence totale d'émotion superflue. Les métriques ne correspondent pas aux objectifs fixés dans l'annexe B de votre contrat, enchaîna Maître Dubois, sans lever la tête de ses papiers. Il parlait de Chloé, sa fille de 9 ans, comme d'une ligne de produits défectueuse. Julien sentit sa gorge se serrer. Il connaissait ces métriques, des graphiques, des pourcentages, des indicateurs clés de performance, pour mesurer le retour à la vie d'une enfant murée dans le silence depuis un accident. Il avait passé les 18 derniers mois à essayer de franchir ce mur, non pas avec des électrodes ou des algorithmes, mais avec de la patience, de la musique douce et la lecture à voix haute des contes que sa propre fille aimait tant. Le progrès avec un enfant comme Chloé ne se mesure pas avec des graphiques, madame, dit Julien, sa voix plus basse qu'il ne l'aurait voulu. C'est dans un regard qui dure une seconde de plus. C'est un doigt qui se détend au son d'une mélodie. Ce sont des choses que vos consultants ne peuvent pas quantifier. Madame Vance balaya son argument d'un geste vague de la main, comme pour chasser une poussière invisible. Nous apprécions votre dévouement, monsieur Moreau. Cependant, le conseil d'administration de la Fondation a approuvé une nouvelle approche, un protocole suisse basé sur la neurostimulation et l'intelligence artificielle. Les résultats préliminaires sont, disons, plus tangibles. Le mot tomba comme un couperet. Astérisque tangibles astérisque. C'était donc ça. Sa patience, son humanité, sa connexion avec cette petite fille fragile, tout cela n'était pas tangible. Votre contrat arrive à échéance à la fin du mois, annonça Maître Dubois, tournant enfin une page. Il ne sera pas renouvelé. Nous avons préparé une convention de fin de collaboration, incluant une clause de confidentialité très stricte et une compensation généreuse pour votre discrétion. Et il fit glisser le dossier sur la table. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que n'importe quel cri. Julien regarda le document. Il voyait déjà les chiffres, l'argent destiné à acheter son silence, à effacer les 18 mois où il avait eu l'impression d'être la seule personne à voir encore l'enfant derrière le diagnostic. Vous aurez jusqu'à vendredi pour nous retourner les documents signés, ajouta Madame Vance se levant déjà. La réunion était terminée. Elle avait duré 7 minutes. L'équipe de transition prendra le relais lundi. Nous vous demandons de ne plus avoir de contact avec Chloé à partir de ce jour. C'est pour son bien, pour ne pas créer de confusion. Julien resta assis, le poids de la tour entière semblant peser sur ses épaules. Il ne dit rien, il ne protesta pas. Il se contenta de hocher la tête une seule fois lentement, la dignité silencieuse. C'était son seul bouclier. Il se leva, le dossier à la main, et se dirigea vers la porte sans un mot. En sortant, il entendit la voix de Madame Vance déjà au téléphone, parlant de taux d'intérêt et de fusions-acquisitions. Il était déjà oublié. Dehors, la pluie commençait à tomber sur Paris. Il devait aller chercher sa fille, Léa, à l'école. Et il devait trouver comment lui expliquer qu'il ne verrait plus la petite fille dont il lui parlait tous les soirs, la petite fille pour qui Léa faisait des dessins en espérant qu'il la ferait sourire un jour. La décision, impossible, n'était pas de signer ou non. C'était de savoir comment continuer à vivre avec le sentiment d'avoir abandonné un enfant qui n'avait personne d'autre. Astérisque, 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 l'appartement de Julien se trouvait au 5e étage sans ascenseur d'un immeuble du 19e arrondissement. 2 pièces, cuisine, 45 mètres carrés qui contenaient tout son univers. En rentrant ce soir-là, l'odeur de la soupe de légumes qu'il avait préparée la veille flottait encore dans l'air.
C'était une odeur de normalité de foyer. Une odeur qui contrastait violemment avec l'air stérile et parfumé du bureau de Madame Vance. Léa, 6 ans, était assise à la petite table de la cuisine, un crayon de couleur rouge serré dans sa main. Elle était penchée sur une feuille de papier, la langue entre les dents, concentrée. Ses cheveux bruns étaient attachés en une queue de cheval qui se balançait à chaque mouvement de tête. « Papa, tu es rentré », dit-elle sans se retourner, son attention toujours captivée par son œuvre. « Oui, mon trésor. » Julien posa sa mallette, enleva sa veste trempée et son costume de combat. Il enfila un vieux pull en laine, l'armure de sa vie de père. Il s'approcha et regarda par-dessus l'épaule de sa fille. Elle dessinait un grand soleil jaune avec un immense sourire, et 2 personnages en bâton se tenant la main en dessous. « C'est qui » demanda-t-il, sa voix douce. « C'est toi et moi » répondit Léa. Puis elle prit un crayon bleu et commença à dessiner une 3e silhouette plus petite un peu à l'écart. Et elle, c'est Chloé. Je lui ai fait un soleil pour qu'elle n'ait pas peur du noir. Julien sentit un nœud se former dans sa poitrine. Il posa une main sur la tête de sa fille, caressant doucement ses cheveux. Chaque soir, il lui racontait sa journée avec Chloé. Pas les détails médicaux, mais les petites victoires. Le jour où Chloé avait suivi son doigt des yeux. Le jour où sa main, habituellement crispée, s'était légèrement ouverte quand il avait mis une chanson de Debussy. Léa connaissait Chloé à travers ses récits. Elle était devenue une sorte de sœur invisible, une présence dans leur petite vie à deux. « C'est un très beau dessin, ma puce, elle va adorer. » Les mots lui écorchèrent la gorge, il mentait. Il ne pourrait pas donner ce dessin à Chloé. Il se mit au fourneau, la routine était sa bouée de sauvetage. Hacher les oignons, faire revenir les lardons pour la quiche, surveiller le lait sur le feu. Chaque geste était une encre dans le présent, un moyen de ne pas penser au dossier posé sur la table basse du salon. Léa, ayant fini son dessin, vint le coller avec un aimant sur le réfrigérateur, à côté d'une dizaine d'autres. « Papa, est-ce que Chloé a aimé l'histoire du petit prince que tu lui as lu hier ?»« Oui, je crois bien, » dit Julien, en remuant la préparation dans la poêle. « Je crois qu'elle a aimé le passage avec le renard, c'est mon préféré aussi. Tu pourras lui dire que le plus important c'est invisible pour les yeux, je lui dirai. » Encore un mensonge. Ils dînèrent à la petite table, leurs genoux se touchant presque. Léa lui raconta sa journée d'école, la nouvelle poésie qu'elle avait apprise, la dispute avec son meilleur ami Léo à propos d'une bille. Julien l'écoutait, vraiment, il se nourrissait de sa simplicité, de son innocence. Cet appartement, c'était son refuge, chaque objet avait une histoire. Le canapé un peu usé sur lequel il lisait des histoires, la petite plante verte qu'ils arrosaient ensemble, la marque sur le mur où il mesurait la croissance de Léa chaque année. C'était une vie simple, faite de petits riens, mais elle était riche de ce que l'argent de Madame Vance ne pourrait jamais acheter, une présence, une chaleur, un amour inconditionnel. Après le dîner, ce fut l'heure du bain, puis de l'histoire. Léa choisit un livre sur un ours qui avait perdu sa maman. Julien s'installa sur le bord de son lit et commença à lire, sa voix calme et posée. Léa se blottit contre lui, son pouce dans la bouche. À mi-chemin de l'histoire, elle le regarda avec ses grands yeux sérieux. « Papa, tu es triste. Les enfants ont des radars que les adultes perdent en grandissant. » Il ne pouvait pas lui mentir sur ça. Un peu fatigué, c'est tout. C'est à cause de la dame pas gentille, la maman de Chloé. Julien marqua une pause. Il avait toujours essayé d'être juste. Elle n'est pas méchante, Léa, elle est occupée. Et elle s'inquiète beaucoup pour sa fille. Parfois, quand les gens s'inquiètent, ils ne sont pas très doués pour le montrer gentiment. Léa sembla réfléchir à cette explication d'adulte. « D'accord. Mais tu lui liras quand même mon dessin, hein ? Promis, murmura-t-il, sachant que c'était une promesse qu'il ne pourrait pas tenir. Il l'aborda, éteignit la lumière, laissant juste une petite veilleuse en forme d'étoile. Il retourna dans le salon. Le silence de l'appartement était maintenant pesant. Il s'assit sur le canapé et ouvrit enfin le dossier. Les termes étaient clairs, froids, précis. Une somme importante, en échange de son silence total et définitif. Il devait disparaître de la vie de Chloé comme s'il n'avait jamais existé. Il ferma le dossier. Il se sentait piégé. Cet argent assurerait la sécurité de Léa pendant des années. Il pourrait enfin réparer la fuite dans la salle de bain, peut-être même déménager dans un appartement plus grand. Mais à quel prix ? Le prix de tourner le dos à une enfant sans défense et de se trahir lui-même. Il regarda le dessin sur le frigo. Le soleil souriait, mais dans le petit appartement de Julien Moreau, cette nuit-là, il n'y avait que de l'ombre. Astérisque, 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 les mois qui avaient précédé cette réunion fatidique n'avaient pas été sans signes avant-coureurs. Au début, Julien jouissait d'une autonomie quasi totale. Il travaillait dans l'aile médicalisée de l'immense hôtel particulier de la famille Vance,
un espace qui ressemblait plus à une clinique privée qu'à une chambre d'enfant. Mais il avait réussi à y insuffler un peu de vie. Il apportait des fleurs fraîches, mettait de la musique classique, et surtout, il parlait à Chloé. Il lui parlait sans cesse, non comme à une patiente, mais comme à une personne. Le premier changement subtil était apparu il y a environ 6 mois. Un email laconique de l'assistante de Madame Vance l'informa de l'installation d'un nouveau système de suivi intégré. Des caméras discrètes furent installées dans la chambre de Chloé pour sa sécurité, disait-on, et une tablette fut fixée au mur. Julien devait désormais y consigner chaque interaction, chaque activité, chaque réaction observée, en utilisant une nomenclature codifiée. Interaction verbale, type A, lecture, durée, 20 minutes, réaction observée 0, stimulation sensorielle, type C, musique, durée 30 minutes, réaction observée, 1 mouvement oculaire. Son travail, basé sur l'intuition et l'empathie, était soudainement transformé en une série de données à collecter. Puis vint Monsieur Renard, le consultant. Un homme au sourire affable et au regard fuyant, qui se présentait comme un optimiseur de processus de soins. Il venait 2 fois par semaine, s'asseyait dans un coin de la pièce avec son ordinateur portable et tapotait sur son clavier pendant que Julien travaillait. Il ne posait jamais de questions sur Chloé, mais plutôt sur les méthodes de Julien. Avez-vous essayé de corréler le rythme cardiaque avec les stimuli sonores? Existe-t-il un protocole d'escalade en cas de non-réponse prolongée? Julien avait l'impression d'être observé au microscope, jugé non pas sur ses résultats humains, mais sur son manque de conformité à un modèle théorique. Un jour, alors qu'il aidait Chloé dans ses exercices de physiothérapie douce, il avait fredonné une berceuse que sa propre mère lui chantait. C'était une mélodie simple, presque enfantine. Pour la première fois, Chloé avait émis un son. Un léger soupir, à peine audible, mais c'était un son volontaire. Julien avait senti une bouffée d'espoir immense. Il l'avait noté dans son rapport manuscrit, avec enthousiasme. La semaine suivante, Monsieur Renard l'avait pris à part. Monsieur Moreau, j'ai lu votre note sur l'incident de la berceuse. Il avait utilisé le mot « incident ». Nous apprécions votre initiative, mais nous devons nous en tenir au protocole validé. Les stimuli non standardisés peuvent fausser les données que nous collectons. S'il vous plaît, à l'avenir, contentez-vous de la playlist approuvée. La playlist approuvée était une sélection de morceaux de musique minimaliste, choisis par un algorithme pour leur supposé effet apaisant sur l'activité cérébrale. C'était froid, impersonnel, et Chloé n'y réagissait absolument pas. La communication avec Madame Vance était également devenue plus distante. Au début, elle passait quelques minutes chaque soir pour un compte-rendu verbal. Ces rencontres s'étaient espacées, puis avaient été remplacées par des emails quotidiens, puis hebdomadaires. Les réponses de Madame Vance, quand il y en avait, étaient rédigées par son assistante. Madame Vance a bien reçu votre rapport. Madame Vance vous remercie pour votre mise à jour. Il avait l'impression de jeter des bouteilles à la mer. Le dernier clou, dans le cercueil de leur relation professionnelle, fut planté 1 mois avant la fin. Julien avait pris sur lui d'amener une petite boîte remplie de différentes textures. Un morceau de velours, un galet lisse, une plume, une feuille d'arbre. Il guidait doucement la main de Chloé sur chaque objet, lui décrivant la sensation. Ça, c'est doux, comme le pelage d'un chaton. Et ça, c'est rugueux, comme l'écorce d'un vieux chêne. Il était tellement absorbé qu'il n'avait pas entendu Madame Vance entrer. Elle se tenait sur le seuil, son visage un masque d'incompréhension et de contrariété. « Que faites-vous, Monsieur Moreau ?» Sa voix était tranchante. « C'est de la stimulation tactile, madame. J'essaie de reconnecter Chloé au monde à travers le toucher. Avec des débris, dit-elle en désignant la feuille. L'hygiène, Monsieur Moreau, les protocoles, tout cela est artisanal, improvisé, ce n'est pas ce pourquoi nous vous payons. » Elle n'avait pas élevé la voix, mais sa déception était plus blessante qu'un cri. Ce jour-là, Julien comprit que leur vision du soin était fondamentalement incompatible. Elle voulait un processus, une machine, une solution garantie. Lui, il essayait simplement de tendre la main à une petite fille perdue dans le brouillard. Il voyait les fissures se former, sentait le sol se dérober sous ses pieds. Il continuait son travail avec la même conviction, mais le cœur n'y était plus. Il savait que le compte à rebours avait commencé. Chaque jour passé avec Chloé lui semblait être le dernier, un cadeau précieux et fragile qu'on allait bientôt lui reprendre. Astérisque, 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 le premier coup direct fut porté non pas par un email ou un consultant, mais par Madame Vance elle-même, en personne. 1 semaine après l'incident de la boîte à texture, elle demanda à voir Julien dans le petit bureau adjacent à la chambre de Chloé. La pièce était aussi impersonnelle que le reste de la maison, meublée d'une simple table et de 2 chaises.
Madame Vance était assise, les mains croisées sur la table. Elle ne perdit pas de temps en préambule. « Monsieur Moreau, nous allons devoir procéder à des changements significatifs. » Julien attendit, le silence s'installant entre eux. Il savait qu'il ne servait à rien de se défendre, il devait écouter. « J'ai eu une longue discussion avec les spécialistes de l'Institut de Zurich, » continua-t-elle. Ils ont développé un programme révolutionnaire. Il s'agit d'un casque de neurofeedback couplé à un environnement de réalité virtuelle. Le programme stimule directement les zones du cerveau responsables de la communication et de la motricité. C'est de la science, monsieur Moreau, pas des berceaux ou des feuilles mortes. Le mépris dans sa voix était à peine voilé. Elle le considérait comme un charlatan bien intentionné, un vestige d'une époque révolue. L'Institut est prêt à envoyer une équipe et l'équipement pour une phase de test de 3 mois. Ils sont très confiants. Leurs données montrent un taux de réussite de 68% dans l'amélioration des réponses cognitives pour des cas similaires à celui de Chloé. 68%, encore des chiffres, des pourcentages. Julien pensa à la chaleur de la main de Chloé dans la sienne, au frémissement de ses paupières quand il prononçait son nom. Comment mesurer cela en pourcentage, et quel serait mon rôle dans ce nouveau protocole ? Demanda Julien, bien qu'il connaisse déjà la réponse. Madame Vance eut un instant d'hésitation. Pour la première fois, elle sembla presque mal à l'aise. Votre approche est incompatible avec la rigueur scientifique requise pour cette expérience. L'équipe de Zurich a son propre personnel, des techniciens hautement qualifiés. Votre présence pourrait interférer avec le processus, créer des variables non contrôlées. C'était dit, il n'était plus un soignant, il était une variable non contrôlée. Je comprends, dit simplement Julien. Que pouvait-il dire d'autre ? Argumenter aurait été inutile. C'était comme essayer d'expliquer une couleur à un aveugle. Il ne parlait pas la même langue. Bien sûr, ajouta-t-elle rapidement, comme pour adoucir le coup, nous honorerons votre contrat jusqu'à son terme, et nous serons généreux. Nous comprenons que cela soit un changement brutal. Elle se leva, signifiant que la conversation était terminée. Mais avant de partir, elle s'arrêta sur le seuil et se retourna. Son visage, d'habitude si contrôlé, laissait transparaître une fissure de vulnérabilité. « Vous comprenez, n'est-ce pas ?» dit-elle, sa voix plus basse. « C'est ma fille, je dois tout essayer, absolument tout. Je ne peux pas me contenter de chansons, je dois avoir des résultats. » C'était la première fois qu'elle parlait d'elle, de son propre désespoir. Julien vit, l'espace d'une seconde, non pas la PDG milliardaire, mais une mère terrifiée. Une mère qui, face à l'incompréhensible, se raccrochait à la seule chose qu'elle maîtrisait, les données, les contrats, la technologie. C'était sa façon de se battre. Une façon froide, distante, mais c'était sa bataille. « Je comprends, Madame Vance, » répondit Julien avec une sincérité qui la surprit peut-être. « Je comprends que vous fassiez ce que vous pensez être le mieux pour Chloé. » Et elle hocha la tête, son masque impénétrable de retour en place, et quitta la pièce. Julien resta seul dans le bureau silencieux, le coup avait été porté. Ce n'était plus une question de performance ou de protocole, c'était un affrontement entre deux mondes. Le sien, fait de patience et de petits riens, et le sien, fait de certitudes technologiques et de résultats mesurables. Et dans ce monde-ci, dans cette maison, il savait qu'il avait déjà perdu. Il ne lui restait que quelques semaines pour dire au revoir à une enfant qui ne pourrait pas lui répondre. Astérisque, 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 les jours qui suivirent cette annonce furent empreints d'une tension silencieuse. Le cerveau se resserrait. L'équipe de transition de l'Institut suisse arriva, discrète mais omniprésente. Ils installaient leur matériel dans une pièce voisine, tiraient des câbles, parlaient à voix basse un mélange d'allemand et d'anglais technique. Julien se sentait comme un fantôme dans sa propre vie professionnelle. On le saluait poliment dans les couloirs, mais personne ne lui adressait la parole. Il était l'Ancien Régime, une relique bientôt mise au rebut. Il tenta de faire ce qu'il pensait juste. Il rédigea un rapport détaillé, non pas avec des graphiques, mais avec des mots. Il décrivit les progrès subtils de Chloé, sa personnalité qui commençait à percer à travers le brouillard. Il expliqua sa philosophie, que la guérison de Chloé ne viendrait pas d'une machine, mais de la recréation d'un lien de confiance, d'une connexion humaine. Il expliqua comment les routines, les histoires, la musique familière créaient un environnement sécurisant qui lui permettait de faire de micro-progrès. Il envoya le rapport par email à Madame Vance avec un objet, pour une transition en douceur observation sur le bien-être de Chloé. Il espérait, naïvement peut-être, qu'elle le lirait, qu'elle comprendrait que son approche pouvait être complémentaire à celle des Suisses, et non opposée. La réponse arriva 24 heures plus tard, non pas de Madame Vance, mais de Maître Dubois.
Cher Monsieur Moreau, Madame Vance me charge de vous remercier pour votre document. Il a été transmis au docteur Schmidt de l'Institut de Zurich pour information. Nous vous rappelons cependant que toute initiative sortant du cadre de vos fonctions actuelles doit être préalablement validée par la nouvelle équipe de direction du projet. Cordialement, le message était clair, il était mis sur la touche, son expertise, son expérience, ses 18 mois de dévouement étaient réduits à un simple document pour information. Il essaya une autre approche. Il demanda un entretien avec le docteur Schmidt, le chef de l'équipe suisse. C'était un homme d'une 50aine d'années, à l'allure sévère, qui semblait plus à l'aise avec ses écrans qu'avec les humains. La rencontre eut lieu debout dans un couloir. « Monsieur Moreau, dit le docteur Schmidt en consultant sa montre, j'ai 5 minutes. » Julien tenta d'expliquer l'importance de la routine, les petites choses qui apaisaient Chloé. La façon dont il fallait entr'ouvrir les rideaux le matin, la chanson qu'elle aimait entendre avant ses exercices, le fait qu'elle n'aimait pas le contact du métal froid sur sa peau. Le docteur l'écouta avec une patience polie, mais son regard était vide d'intérêt. « Très intéressant, dit-il quand Julien eut fini. Nous avons nos propres protocoles de familiarisation. Tout est basé sur la désensibilisation progressive et le biofeedback. Ne vous inquiétez pas, la transition sera gérée de manière optimale. Vos notes anecdotiques ont été entrées dans le système, elles seront prises en compte par l'algorithme si nécessaire. » Notes anecdotiques, l'algorithme. Julien comprit qu'il n'y avait plus rien à faire, il était face à un mur de certitude, un système qui s'auto-validait et n'avait pas de place pour la nuance humaine. Il se concentra sur ses derniers jours avec Chloé. Il mit de côté sa frustration et sa colère, il se promit de rendre chaque moment précieux. Il lui lisait ses histoires préférées, lui faisait écouter Debussy et lui parlait. Il lui parlait de Léa, du soleil, des bateaux sur la Seine. Il lui parlait comme s'il était certain qu'elle comprenait chaque mot. Il le faisait non pas pour obtenir une réaction, non pas pour prouver quoi que ce soit aux caméras, mais simplement parce que c'était son devoir. Son devoir de traiter cet enfant comme une personne entière et digne jusqu'à la dernière minute. Pendant ces journées, il maintenait sa dignité en silence. Il était ponctuel, professionnel, impeccable. Il croisait Madame Vance qui l'évitait désormais du regard. Il ne montrait aucune amertume, il faisait son travail. C'était sa seule façon de protester, en étant irréprochable. En montrant par ses actions la valeur de ce qu'ils étaient sur le point de jeter. Il ne se battait plus pour son poste, il se battait pour l'idée que le soin ne pouvait pas être entièrement déshumanisé. Et dans cette bataille silencieuse, il se sentait terriblement seul. Astérisque, le dernier jour arriva, vendredi, le jour où il devait rendre les documents signés. La veille au soir, Julien avait reçu la notification officielle par courrier recommandé. Un document froid, rempli de clauses légales, qui mettait un terme à tout. Le montant de la compensation était, comme promis, généreux, assez pour changer sa vie et celle de Léa. Il n'avait qu'à signer. Accepter l'argent et disparaître. Ce matin-là, il passa une dernière fois dans la chambre de Chloé. L'équipe suisse n'était pas encore là, la pièce était silencieuse. Chloé était dans son lit, ses yeux fixés sur le plafond. Julien s'approcha. Il n'avait pas le droit de le faire, selon les nouvelles règles de transition, mais il ne pouvait pas partir sans un au revoir. « Bonjour Chloé » murmura-t-il, « c'est moi, Julien. » Il n'y eut aucune réaction. « Je ne viendrai plus te voir après aujourd'hui » continua-t-il, sa voix se brisant légèrement. « Mais de nouvelles personnes vont s'occuper de toi. Il faut que tu sois courageuse, d'accord? Tu es une petite fille très forte, n'oublie jamais ça. » Il sentit une boule dans sa gorge. Il lui caressa doucement le front, un geste simple et humain. Il resta là un instant, gravant son visage dans sa mémoire. Puis il se retourna et quitta la pièce, le cœur lourd. La réunion de départ était prévue à 11h00. C'était une simple formalité, remettre son badge, signer la dernière page de la convention et partir. Il était assis dans le même bureau impersonnel, cette fois-ci uniquement avec Maître Dubois. L'avocat vérifiait les documents avec une minutie exaspérante. « Tout semble en ordre », dit finalement Dubois. « Il ne manque plus que votre signature au bas de la page 7. » Il lui tendit un stylo cher et lourd. Julien le prit. Il regarda la ligne pointillée. C'était la fin, le point final d'un chapitre de sa vie. Signer, c'était accepter sa défaite, accepter que l'humain avait perdu contre la machine. C'était prendre l'argent et abandonner Chloé à un avenir de capteurs et d'algorithmes. Il pensa à Léa, à sa sécurité, à l'avenir qu'il pourrait lui offrir avec cette somme. C'était la chose rationnelle à faire. La chose responsable. Il posa la pointe du stylo sur le papier.
Le soir précédent, alors qu'il était assis, abattu sur son canapé, Léa s'était approchée de lui. Elle avait vu la lettre recommandée sur la table. Elle ne savait pas lire, mais elle sentait la tristesse de son père. Elle n'avait rien dit. Elle était allée dans sa chambre et était revenue avec une feuille de papier. C'était un nouveau dessin. Il représentait 3 personnages, un grand qui était lui, une petite fille aux cheveux bruns qui était elle, et une autre petite fille allongée, mais avec les yeux grands ouverts et un petit sourire. Au-dessus d'eux, Léa avait dessiné des notes de musique et un cœur. « C'est pour que tu n'oublies pas, papa », avait-elle dit simplement. « Tu lui as appris à écouter la musique. Tu ne peux pas la laisser toute seule maintenant. » Cette phrase, d'une simplicité désarmante, avait tout changé. Ce n'était pas une question d'emploi, d'argent ou de fierté. C'était une question de devoir moral. Qu'est-ce qu'il apprendrait à sa propre fille s'il abandonnait, s'il enseignait que face à l'injustice, la seule réponse était de prendre l'argent et de se taire? Devant Maître Dubois, le souvenir de ce dessin lui revint avec une clarté fulgurante. Il leva le stylo. « Je ne peux pas signer ça », dit Julien, sa voix calme et ferme. Maître Dubois le regarda par-dessus ses lunettes, surpris pour la première fois. « Pardon, c'est une offre très substantielle, monsieur Moreau, vous ne trouverez pas mieux. » Ce n'est pas une question d'argent, répondit Julien. C'est une question de principe. Je ne signerai pas une clause de confidentialité qui m'empêche de parler si je crois que le bien-être d'un enfant est en jeu. C'était un bluff, et il le savait. Il n'avait aucun pouvoir, mais il avait sa conscience. C'est votre dernier mot ? Demanda Dubois, son ton devenant glacial. Vous réalisez que si vous ne signez pas, vous partez sans aucune compensation et avec une rupture de contrat pour faute, ce qui nuira gravement à vos futures recherches d'emploi. J'en suis conscient, dit Julien. Il se leva, laissa le stylo et le contrat sur la table, et tendit son badge d'accès. Voici mon badge, je vous souhaite une bonne journée, maître. Il sortit du bureau, laissant l'avocat abasourdi. Il n'avait plus rien. Pas de travail, pas d'indemnité, une carrière potentiellement brisée. Mais en descendant dans l'ascenseur pour la première fois depuis des semaines, il ne se sentit plus écrasé. Il se sentait léger. Il avait perdu la bataille matérielle, mais il venait de remporter une victoire silencieuse, bien plus importante. Il avait gardé son intégrité. Il avait fait ce que sa fille de 6 ans savait instinctivement être la bonne chose à faire. Astérisque, 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 Julien n'avait pas de plan. En quittant la tour Vence, il marchait sans but, le vent froid de mars lui fouettant le visage. Il avait agi par instinct, par conviction, mais maintenant, la réalité le rattrapait. Comment allait-il payer le loyer le mois prochain ? Comment expliquer à Léa qu'il devrait se serrer la ceinture ? Il s'arrêta devant une vitrine et regarda son propre reflet. Un homme ordinaire, dans un costume un peu trop grand, avec le poids du monde sur les épaules. Il se sentait stupide, impulsif. Il aurait dû prendre l'argent, puis, une idée folle lui traversa l'esprit. Une idée désespérée. Il avait une dernière carte à jouer. Ce n'était pas pour récupérer son travail, mais pour accomplir ce qu'il considérait comme son ultime devoir envers Chloé. S'assurer que sa mère voit la vérité que les données et les consultants ne montraient pas. Il se souvint des caméras de sécurité, celles qui enregistraient tout pour la sécurité de Chloé. Ces caméras, qui avaient été installées pour le surveiller et le contrôler, pouvaient devenir son seul allié. Il avait passé des mois à travailler sous leur regard, créant des centaines d'heures d'enregistrement. Quelque part dans cette masse de données froides, il devait y avoir des preuves de ce qu'il avançait, des preuves de la petite étincelle de vie qu'il avait vue chez Chloé. Il rentra chez lui et passa l'après-midi à rédiger un e-mail. Ce n'était pas une supplique ni une accusation, c'était une demande simple et formelle adressée à Madame Vence avec Maître Dubois en copie. Madame, conformément au droit du travail et au droit à l'image, je vous demande l'accès aux enregistrements vidéo de mes sessions de travail avec votre fille pour la période du 1er janvier au 13 mars. Ces enregistrements constituent une partie de l'évaluation de mon travail et je souhaite les conserver pour mon dossier personnel. Je vous prie de croire, madame, en l'expression de mes salutations distinguées. Julien Moreau. C'était un pari risqué. Il utilisait leur propre langage, leur propre formalisme contre eux. Ils savaient qu'ils refuseraient probablement, mais la demande officielle les obligerait à répondre, à laisser une trace. Contre toute attente, la réponse de Maître Dubois arriva 2 heures plus tard. Elle était glaciale. Monsieur Moreau, votre demande est pour le moins inhabituelle. Cependant, afin d'éviter toute procédure inutile, nous accéderons à votre requête. Un disque dur contenant les fichiers demandés sera mis à votre disposition. Vous pourrez le récupérer demain matin à l'accueil de la tour. Veuillez noter que toute utilisation de ces images est strictement encadrée par la loi
et que la Fondation Vance se réserve le droit de poursuivre toute diffusion non autorisée. Et ils avaient accepté, probablement parce qu'ils pensaient qu'il n'y avait rien à voir sur ces vidéos, rien que des heures de silence et d'immobilité. Ils sous-estimaient ce qu'ils cherchaient. Ils ne cherchaient pas un miracle spectaculaire, ils cherchaient des micro-expressions, des regards, des frémissements, la vérité invisible pour les yeux. Le lendemain, il récupéra le disque dur. Il passa toute la journée et une bonne partie de la nuit devant son vieil ordinateur portable, visionnant des heures et des heures d'enregistrement. Léa dormait paisiblement dans sa chambre. Le silence de l'appartement n'était rompu que par le cliquetis de la souris. Il voyait ce que les consultants avaient vu, de longues plages de temps sans réaction mesurable, mais il voyait aussi autre chose. À 27h14 de visionnage, il le trouva. Un moment où il lisait astérisque le petit prince astérisque. Quand il prononça la phrase, on ne voit bien qu'avec le cœur, la caméra, positionnée en plongée, capta un léger tremblement sur les lèvres de Chloé. Un spasme infime, presque imperceptible, mais qui était là. Il continua. Il trouva le moment où il avait fredonné la berceuse. Le son était de mauvaise qualité, mais on pouvait voir clairement la main de Chloé, habituellement crispée en un point, se desserrer de quelques millimètres. Il assembla ces moments, ces fragments de vérité. Une dizaine de clips, durant de 3 à 10 secondes chacun. Il monta une courte vidéo, sans musique, sans effet, juste l'effet brut, les images silencieuses de la lutte d'une petite fille pour se reconnecter au monde. Il ajouta un dernier clip, celui de son au revoir, le matin même. La caméra le montrait de dos. On le voyait se pencher, murmurer quelque chose, puis se redresser pour partir. Et c'est là qu'il vit ce qu'il n'avait pas remarqué sur le moment. Alors qu'il se tournait, la main de Chloé, celle qui était posée sur le drap, s'était légèrement soulevée, 1 centimètre à peine. Un geste minuscule, mais un geste intentionnel, un geste vers lui, un au revoir silencieux. Il avait sa preuve, maintenant il devait trouver un moyen de la montrer. Il prit une décision. Il n'allait pas la diffuser sur Internet, ni l'envoyer à la presse. Ce serait une trahison. Il allait la montrer à la seule personne qui devait la voir. Il écrivit un dernier email à Madame Vance. « Madame, je vous demande une dernière réunion de 5 minutes. Ce n'est pas pour mon travail, c'est pour votre fille. » Astérisque, le silence de Madame Vance fut sa seule réponse. Pendant 2 jours, Julien n'eut aucune nouvelle. Il commença à penser que son plan avait échoué. Il avait joué sa dernière carte et perdu. Il commença à regarder les petites annonces, à envisager de se reconvertir. La réalité revenait au galop. Puis, le lundi matin, son téléphone sonna, un numéro masqué. « Monsieur Moreau », c'était la voix de l'assistante de Madame Vance. « Madame Vance vous recevra aujourd'hui à 15h00, soyez ponctuel. » Elle raccrocha avant qu'il ait pu répondre. À 14h45, Julien se présenta à l'accueil de la Tour Vance. Il ne portait pas son costume, mais un simple pantalon et une chemise propre. Il n'était plus un employé essayant de plaire, il était un homme avec une mission. Il tenait à la main une simple clé USB, on le fit monter au 32e étage. La salle de réunion était la même, mais cette fois, elle était pleine. Madame Vance était là, ainsi que Maître Dubois. À leur côté se trouvait le docteur, Schmitt et 2 de ses collaborateurs suisses. Ils étaient tous assis d'un côté de la table, comme un tribunal. Une place vide lui faisait face. « Monsieur Moreau », commença Madame Vance, son ton plus froid que jamais. « Vous avez demandé 5 minutes. Nous vous les accordons, mais sachez que cette interruption dans le programme du docteur Schmitt est très malvenue. J'espère pour vous que cela en vaut la peine. » Julien ne répondit pas. Il s'avança calmement vers le grand écran mural, au bout de la pièce et brancha sa clé USB. « Je ne prendrai pas 5 minutes de votre temps, » dit-il en se tournant vers l'assemblée. « Je n'ai rien à vous dire, j'ai juste quelque chose à vous montrer. » Il lança la vidéo. Les premières images apparurent sur l'écran géant. La chambre de Chloé, vue d'en haut, silencieuse, clinique, le docteur. Schmitt laissa échapper un petit soupir d'impatience, puis le premier clip commença, Julien lisant astérisque le petit prince astérisque. La caméra zooma automatiquement sur le visage de Chloé, le tremblement de ses lèvres. Maître Dubois se pencha en avant, plissant les yeux. Deuxième clip, la berceuse, le poing de Chloé qui se dessert, un murmure parcourut la salle. Troisième clip, la boîte à texture. La main de Chloé qui suit le galet lisse que Julien fait rouler dans sa paume. Les clips s'enchaînaient, courts, factuels, implacables. C'était une accumulation de preuves minuscules, une mosaïque de moments invisibles qui, mis bout à bout, racontaient une histoire complètement différente de celle des rapports et des graphiques. L'histoire d'une connexion, personne ne parlait, l'atmosphère dans la pièce avait changé,
la suffisance avait laissé place à une attention intense. Enfin, le dernier clip, celui de son au revoir. On le vit se pencher, puis se détourner. Et puis, le geste, la petite main qui se lève, un appel silencieux dans le vide. L'image se figea sur ce geste. Le silence dans la salle était total, absolu. Julien se retourna pour faire face à Madame Vance. Elle fixait l'écran, son visage décomposé. Toutes les barrières, toutes les défenses qu'elle avait érigées autour d'elle s'effondraient les unes après les autres. Ce n'était plus la PDG, la femme d'affaires impitoyable. C'était une mère qui venait de voir son enfant lui tendre la main pour la première fois depuis des années. Une mère qui réalisait qu'elle avait été tellement obsédée par la recherche d'une solution qu'elle avait cessé de regarder sa propre fille. Une larme coula sur sa joue, puis une autre. Elle ne fit aucun effort pour les cacher. Elle porta une main à sa bouche, son corps secoué par un sanglot silencieux. Le docteur, Schmitt et Maître Dubois la regardaient, mal à l'aise, ne sachant que faire. Ils n'avaient aucun protocole pour gérer ça. La vérité était entrée dans la pièce. Pas une vérité scientifique ou légale, mais une vérité humaine, simple et dévastatrice. Julien ne dit rien. Il ne savoura pas sa victoire. Il ressentait une profonde tristesse pour cette femme qui avait dû voir son enfant à travers l'œil froid d'une caméra pour enfin la reconnaître. Il retira doucement sa clé USB, la glissa dans sa poche et se dirigea vers la porte. Son travail ici était terminé. Attendez, la voix de Madame Vance était roc brisée. Julien s'arrêta, la main sur la poignée. Elle se tourna vers lui, les yeux rougis. « Ne partez pas, s'il vous plaît. » C'était la première fois qu'elle utilisait ce mot, astérisque s'il vous plaît astérisque. Le pouvoir venait de capituler face à l'évidence. Astérisque astérisque astérisque, les conséquences ne furent pas un conte de fées. Il n'y eut pas d'excuses publiques, pas de revirement spectaculaire devant témoins. Après avoir demandé à Julien d'attendre, Madame Vance se recomposa avec une rapidité étonnante. Elle se tourna vers le docteur, Schmitt et ses collègues. « Docteur, je vous remercie pour votre temps. Il semble que nous devions réévaluer notre stratégie. Nous allons suspendre le protocole pour le moment. Mon assistante vous contactera pour discuter des modalités. » C'était un licenciement, formulé avec le langage feutré des affaires. Le docteur, Schmitt, visiblement contrarié mais professionnel, se contenta de hocher la tête. Lui et son équipe quittèrent la salle en silence, suivis de près par Maître Dubois qui jeta un dernier regard noir à Julien. Julien et Madame Vance restèrent seuls dans la grande salle de réunion. Le silence était pesant. Elle se leva et s'approcha de la baie vitrée, tournant le dos à Julien. Elle regarda Paris pendant un long moment. « J'ai cru que je faisais bien, » dit-elle finalement, sa voix à peine audible. « Je voulais réparer ce qui était cassé. J'ai traité ma propre fille comme un problème à résoudre, un investissement à rentabiliser. » Elle se retourna. Ses yeux étaient clairs, mais marqués par la douleur de sa prise de conscience. « Vous la voyiez et moi non. J'étais là tous les jours, mais je ne la voyais pas. » Julien ne répondit pas, il n'y avait rien à ajouter, il la laissa avec sa propre vérité. « Je ne peux pas vous demander de revenir, » continua-t-elle. « Pas après la façon dont je vous ai traité, ce ne serait pas juste. » Elle marqua une pause. « Mais Chloé a besoin de vous, et moi. J'ai besoin d'apprendre à la regarder comme vous le faites. » L'offre qui suivit ne fut pas un simple contrat de travail. Elle lui proposa de créer une petite structure indépendante, financée par la Fondation, dédiée à développer ses méthodes. Il ne serait plus un employé, mais un partenaire. Il aurait carte blanche, un budget et une petite équipe de son choix. Son rôle ne serait pas seulement de s'occuper de Chloé, mais de former d'autres soignants à cette approche humaine. Julien écouta attentivement. Il ne dit pas oui tout de suite. Il posa ses conditions. Il voulait des garanties écrites que les décisions concernant le bien-être des enfants ne seraient jamais soumises à des impératifs de performance ou à des consultants externes. Il voulait que les familles soient impliquées dans le processus. Il voulait que l'humain prime toujours sur la technologie. Madame Vance accepta tout sans discuter. C'était sa pénitence. Le retour ne fut pas simple. Il y avait une gêne palpable entre eux. La dynamique de pouvoir avait changé, mais le passé ne pouvait pas être effacé. Julien travaillait désormais avec une liberté nouvelle, mais il sentait constamment le poids des attentes. Il savait que ce changement chez Madame Vance était réel, mais fragile. Il devait naviguer avec prudence. Pour lui, le coup de sa décision était subtil. Il avait gagné professionnellement, mais il avait perdu une certaine forme d'innocence. Il avait vu de près comment un système, même mu par de bonnes intentions, pouvait devenir froid et déshumanisant. Il avait été confronté à la solitude du juste, au risque de tout perdre pour ses convictions.
Cette expérience l'avait changé, l'avait rendu plus méfiant, peut-être un peu plus triste. Sa plus grande victoire, cependant, n'était pas son nouveau poste ou sa reconnaissance. C'était de voir le changement chez Chloé. Libérée de la pression des protocoles et des machines, elle commençait à s'ouvrir lentement. Les progrès restaient minuscules, mais ils étaient constants. Et surtout, il y avait maintenant une mère à ses côtés. Une mère qui apprenait à s'asseoir en silence, à écouter, à attendre. Une mère qui apprenait à voir avec le cœur. Astérisque, astérisque, astérisque 3 mois plus tard. C'était un après-midi de juin, chaud et ensoleillé. Le jardin de l'hôtel particulier des Vance, autrefois un espace impeccablement entretenu mais sans vie, avait été légèrement modifié. Dans un coin, sous un grand chêne, on avait installé un petit bac à sable et une balançoire simple. Julien était assis sur un banc, un peu à l'écart, il observait. Chloé était assise sur une couverture posée sur l'herbe. Elle ne courait pas, ne parlait pas, mais sa posture était différente, elle était plus détendue, son regard n'était plus vide. Il suivait le vol d'un papillon, la danse des feuilles dans le vent. À côté d'elle, assise en tailleur, se trouvait Léa. Julien avait finalement accepté que sa fille rencontre Chloé dans cet environnement neutre et apaisant. Léa ne posait pas de questions, elle ne cherchait pas à faire réagir Chloé, elle était juste là. Elle construisait un petit château avec des brins d'herbe et des pâquerettes. De temps en temps, elle tendait une fleur à Chloé. Chloé ne la prenait pas, mais ses doigts frémissaient, et un son léger, presque un murmure, sortait de ses lèvres. Madame Vance était là aussi. Elle était assise sur un autre banc, à l'opposé de Julien. Elle ne lisait pas de rapport sur sa tablette, elle ne passait pas d'appel. Elle regardait les deux enfants, c'est tout. Elle regardait, avec une attention patiente et pleine d'amour qu'il ne lui avait jamais vue. Léa, avec la spontanéité de ses 6 ans, se tourna vers Chloé et commença à chanter doucement la berceuse que son père fredonnait parfois. La vieille mélodie simple et un peu triste. Julien retint son souffle. Chloé tourna lentement la tête vers Léa. Ses yeux se fixèrent sur le visage de la petite fille qui chantait. Et puis, pour la première fois, un vrai sourire se dessina sur ses lèvres. Un sourire petit, fragile, mais indubitablement réel. Madame Vance porta une main à son cœur, un geste instinctif. Ses yeux rencontrèrent ceux de Julien par-dessus la pelouse. Elle lui offrit un hochement de tête discret. Ce n'était pas un remerciement ni des excuses, c'était une reconnaissance, un partage silencieux de ce moment de grâce pure. Julien hocha la tête en retour. Il ne souriait pas. Il ressentait une paix profonde, une sorte d'accomplissement silencieux. Il se retourna et regarda sa propre fille, qui continuait de chanter, inconsciente du petit miracle qu'elle venait de provoquer. Le soleil filtrait à travers les feuilles du chêne, créant des taches de lumière dansante sur l'herbe. Tout était calme, tout était à sa place.